Bonjour Madame Lavigne, Daniel Lavigne, directrice générale de la Mosaïque. On vous rencontre dans le cadre du projet de liaison Info-Ressources qui vise à créer une communauté engagée, informée, efficace dans la lutte contre l'itinérance. Puis on pense que la Mosaïque est un acteur important et c'est pour ça qu'on vient vous rencontrer. Alors, bienvenue. Bien, merci beaucoup. On apprécie l'intérêt que vous nous portez. Dans un premier temps, je vais avoir de la difficulté à vous voyer parce que ça fait longtemps que on peut se tutoyer. Okay. Dans un premier temps, Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grandes lignes de la mission de la Mosaïque? Okay. Alors, la Mosaïque, c'est un centre d'action bénévole. C'est un organisme communautaire d'aide, d'entraide, de solidarité, de partage aussi. Nous, on a comme mission la promotion de l'action bénévole, le recrutement de bénévoles justement pour offrir des services. Ce qu'on a développé beaucoup à la Mosaïque, ce sont les services qui répondent à des besoins fondamentaux. Donc, on a développé au cours de nos 30 années d'existence une trentaine, au moins 30 activités et services qui répondent toujours à un des aspects des besoins fondamentaux. Alors, on a le besoin de se nourrir, ça peut être de l'aide alimentaire, du dépannage, mais ça peut être aussi d'autres formes comme, je vais prendre comme exemple la bouffe famille qui est pour des personnes aînées, une rencontre au restaurant, donc ça élargit leur réseau d'entraide. On a aussi au niveau vestimentaire, on a maintenant un département de meubles, alors tous les aspects de se loger, de se nourrir, de se loger, de se vêtir sont couverts. Puis dans les autres aspects, ben là, c'est d'entrer en relation avec d'autres personnes, de briser l'isolement, de trouver des moyens d'accéder aux informations qu'il peut y avoir dans le milieu, aux autres ressources qu'il y a dans le milieu. Donc, on a pour ce faire presque 400 bénévoles. C'est sûr, comme je dis souvent à la blague, les 400 bénévoles ne sont pas tous ici en même temps, mais chacun dans l'un de ces services-là trouve la façon de rendre service, d'être utile, puis de s'accomplir dans leur action bénévole. Alors, c'est gagnant-gagnant, c'est une formule gagnant-gagnant. Les gens qui s'adressent à nous viennent chercher de l'aide, et puis nous, on s'assure de leur offrir dans un cadre organisé, structuré, avec respect et humanité surtout. C'est bien. Y a-t-il des aspects, dans l'optique de mieux se connaître pour mieux aider, y a-t-il des aspects de la Mosaïque qui sont moins connus ou moins utilisés par les partenaires? Y a-t-il des petits trucs où vous dites, il me semble qu'on devrait solliciter la Mosaïque plus souvent, pour que ça soit pour une expertise particulière? Vous avez déjà là, vous avez 400 bénévoles. Je pense que tout organisme qui aurait besoin de se monter une équipe de bénévoles aurait avantage à vous interpeller là-dessus. On nous interpelle aussi. Déjà? Mais je pense que ce que les gens peut-être savent moins, c'est sûr on est tout le temps étonnés. Il y en a plusieurs encore qui nous disent « Ah, j'avais jamais entendu parler de la Mosaïque. » Mais à moins d'avoir un besoin, de connaître quelqu'un qui a un besoin particulier, des fois, tu n'entends pas tant que tu n'as pas besoin d'avoir des services. Pour ce qui est de l'aide qu'on apporte aux gens qui sont en difficulté, que ce soit des familles, des personnes qui sont sur le bord de l'itinérance, qui vont perdre leur appartement et tout, nous, on fait une intervention. On reçoit les gens en évaluation, puis cette évaluation, c'est comme une intervention psychosociale. Donc, on prend le temps d'écouter qu'est-ce qui les a amenés là, de voir c'est quoi la situation, de voir nous, parmi nos services, qu'est-ce qu'on peut leur offrir, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Eux autres, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement. Puis aussi, les diriger vers d'autres organisations au besoin. Donc, en faisant cette intervention-là, c'est vraiment complet. Je donne l'exemple de l'aide alimentaire parce que c'est surtout à celui-là que l'intervenant psychosocial est affecté. Mais c'est la même chose dans chacun de nos services quand les gens nous appellent pour un accompagnement de transport parce qu'ils n'ont personne pour se rendre à leur rendez-vous médical ou s'ils appellent pour un autre genre de service, pour l'aide à l'impôt et tout ça. Oui, on prend la demande, mais on prend le temps de l'analyser, voir à quels besoins ça vient répondre, puis de s'assurer aussi qu'ils vont recevoir le service qu'ils demandent, ou si nous, on ne peut pas l'offrir, vers quelles ressources on va pour jamais laisser les gens sans rien. Et souvent, on est le dernier recours.
Je dis souvent aux bénévoles de l'accueil, il faut être patient parce qu'il faut se dire que les gens se sont adressés à un endroit, se sont adressés à un autre. Ils ont pogné le répondeur, faites le 1, faites le 2, faites le 3, appel en cours de déconnexion, au revoir. Alors, quand ils nous appellent, souvent, ils sont vraiment frustrés. Fait qu'il faut être patient, il faut avoir de l'empathie, puis il faut comprendre la situation de désarroi dans laquelle les gens peuvent se trouver. Un bel accueil en plein humanisme. Ben, je pense que l'accueil, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est si les gens ne se sentent pas accueillis, ben, ça fait une grosse différence. Ils vont repartir bredouille, puis peut-être un peu plus démoralisés qu'ils pouvaient l'être auparavant. Donc, cet accueil-là, avec respect, est important. En évaluant de façon un peu plus globale que la première demande, la situation de la personne, ça vous permet de vous assurer que s'il n'y a pas de réponse ici, ben, il y a une référence. Ben, c'est ça. Parce que souvent, la première demande, c'est la pointe de l'iceberg. Ouais. C'est ce qui amène les gens. Puis comme je le dis aussi, je l'ai répété beaucoup au cours des années, ça prend beaucoup de courage pour venir demander de l'aide. Et il y a des personnes qui vivent des situations, des pertes d'emploi, des familles qui se sont toujours débrouillées auparavant et qui se retrouvent à pas être en mesure, je vais prendre un autre exemple, à payer les frais scolaires obligatoires. Ça, les frais scolaires obligatoires, nous autres, la demande est exponentielle. Depuis 2008, on le voit. Dans les 2 dernières années, 3 dernières années, même je devrais dire encore davantage, les gens se retrouvent avec des factures, il y en a beaucoup qui sont avec des petits salaires, des emplois précaires, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, puis à un moment donné, ils sont obligés de demander de l'aide. Quand tu n'en as jamais demandé, quand c'est pas une culture familiale de père en fils ou de demander, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Et c'est pour ça qu'il faut les accueillir avec respect. Parce que si on les accueille pas avec respect, ça décourage encore plus. À t'écouter, ça me confirme à quel point vous avez un impact important dans la prévention de l'itinérance. Puis quand on regarde justement votre site web ou les informations générales sur la mosaïque, on le voit moins ça. Mais nous, comme acteurs qui collaborent avec des organismes comme vous autres, ben, on le voit à quel point justement, si la personne n'a pas de quoi payer ses frais scolaires, se nourrir, ben, à un moment donné, ça va être le logement. Il y a les frais, c'est ça, il y a les frais d'hydro en souffrance parce qu'on apporte aussi l'aide d'urgence. Donc, les frais d'Hydro-Québec, les frais de loyer en souffrance, si la personne va perdre son logement, l'individu qui va le reperdre à nouveau, ben, faut l'aider si on paye son loyer, ou si une personne revient, sort finalement de l'itinérance, doit s'installer, ben, on a tout notre service avec les articles pour la maison, les meubles. Ben, si tu as un petit appart, aussi petit soit-il, s'il est meublé avec des meubles que tu trouves beaux, tu es vraiment content, mais ça va t'aider à rester raccroché, à ne pas retourner dans l'itinérance. Parce que ton petit chez vous, il est accueillant et tu veux le garder. Fait que c'est la prévention, ben, il y a aussi, quand tu me parlais d'aspects moins connus, tous les soins qui sont non couverts, certains médicaments, des orthèses, des prothèses, des lunettes. On a des services sur place celui qui se fait appeler le bonhomme à lunettes, qui est un opticien d'ordonnance qui vend des lunettes à prix très bas. Mais souvent, ça va arriver, je dis souvent, à l'occasion, ça va arriver qu'on va payer même le peu de sous que ça peut coûter avec le bonhomme à lunettes, on va être obligé de le payer parce que les gens n'ont même pas l'argent pour le payer, soit pour eux ou pour leur enfant. Parce qu'il y a des aspects qui, au niveau de la RAMQ, qui ne sont pas couverts non plus. Des frais de dentiste pour des enfants. On parle de besoins de base. Mais dans l'histoire de vie de la personne, c'est plus qu'un besoin de base. Ça fait un lien avec tout le reste de la qualité de vie et
d'être capable de débarquer dans un organisme comme le vôtre, d'avoir un bel accueil, un petit coup de main matériel. Il doit sûrement avoir des gens qui ont passé par de l'aide puis qui sont trouvés dans la liste des bénévoles. Oui, des bénévoles ou de donateurs. Ouais. Je donne un autre exemple parce que Noël s'en vient. On a des gens qui ont déjà participé à notre fête de Noël qu'on fait à chaque année pour des familles qui sont vraiment défavorisées puis qu'on sait que les enfants n'auront pas de cadeaux ou presque rien. Puis il y a un monsieur, à chaque année il revient, puis maintenant il travaille, pas un gros salaire, mais lui il veut toujours donner un cadeau à un enfant lors de cette fête-là parce qu'il avait dit à Suzanne, notre intervenante, moi j'ai participé à cette fête-là quand j'étais jeune, puis je sais la différence que ça fait. Fait que pour lui, maintenant, c'est important de venir à chaque année faire un cadeau. Puis là, il a commencé à en faire 2 aussi, parce que sa situation s'améliorait. Fait que c'est des retours, quand les gens peuvent faire un retour, parce que donner, c'est beau, mais il faut aussi accepter quand les personnes veulent offrir soit leur aide ou une autre forme de don qui va faire que ils n'ont pas juste reçu, maintenant c'est à leur tour de donner. Et ça aussi, ça fait partie de la fierté, puis ça fait partie de ce qui va faire en sorte que les gens vont rester raccrochés. Ça part d'une demande d'aide, ça part d'un besoin, puis ça finit par donner un sens à leur vie, puis ils viennent se réimpliquer. Ouais. Et tu sais, je regarde juste notre formule avec l'aide alimentaire hebdomadaire. Notre formule, c'est que nous autres, pour nous, là, faire la file dehors puis attendre de recevoir son sac, non. Ça, là, c'est impensable. On a une équipe de bénévoles qui part le lundi matin, qui s'en va à Moisson-Rive-Sud, qui vont chercher les denrées. Pendant ce temps-là, tu as notre intervenante avec son équipe de bénévoles qui prépare la place. Là, les personnes bénéficiaires arrivent et participent à toute l'installation, participent à la répartition. Puis, avec ça, au cours des années, ça nous a prouvé qu'on avait raison de le faire de cette façon-là parce qu'il se crée une collaboration avec les bénévoles, les bénéficiaires. Entre les bénéficiaires aussi qui vivent pas la même situation, mais qui vivent toutes des situations pas faciles. Fait que, il se crée une espèce de partage, de complicité. Puis de là est venue une idée, on dit, bon, on pourrait faire, vu qu'on a des personnes de différentes nationalités puis de différents backgrounds, excusez l'expression anglaise, mais de faire une recette, soit une recette que ta grand-mère faisait et que tout le monde trouvait bon, une recette de son pays. Fait que là, il y a quelqu'un qui fait une recette, il y a 2 ou 3 personnes qui participent à ça pendant que les autres préparent la salle, puis après ça, il y a tout le monde goûte. Puis c'était une façon pour nous au début de faire connaître des aliments, qu'est-ce qu'on peut faire avec une tonne d'affaires qui nous arrive. Là, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça donne des idées. Puis en même temps, autour de l'alimentation, il y a toujours quand on dit souvent manger tout seul, c'est plat, alors que manger en groupe, ça donne une autre dimension. Là, c'est la fierté de créer un repas, de créer un petit goûter, puis de le faire partager à d'autres. Fait que, c'est tous des éléments de fierté qui font que les gens, à un moment donné, peuvent nous dire, j'ai reçu, maintenant je peux partir, merci beaucoup de m'avoir aidé. Ça crée un sentiment d'appartenance aussi. Oui. ça brise l'isolement. Je dirais, à la limite, ça lutte contre les préjugés, parce que là, tu te retrouves des gens de toutes sortes de nationalités. Ouais. Puis les bénévoles nous le confirment. C'est comme une grande famille. Oui, les bénévoles nous le confirment. À la fin quand ils partent, là, ils nous disent, on a vraiment un sentiment d'accomplissement. On part d'ici, là, puis on sait qu'on n'a pas perdu notre temps, puis comme je dis, c'est mutuel, le bénéfice est mutuel autant pour les bénévoles que pour les bénéficiaires, parce que de la façon dont ça fonctionne, tout le monde a participé, puis tout le monde peut repartir. T'étais pas un numéro là, dans le fil qui attendait un petit sac, puis bonjour, bonne semaine. Tu fais partie comme tu dis, d'une famille, une certaine famille. Famille de solidarité. Là. Je refais encore le lien avec la prévention de l'itinérance.
c'est évident qu'il doit y avoir parmi les bénévoles des gens qui ont le goût de prendre soin d'eux autres, qui ont le goût de rester stables pour continuer de s'impliquer. Puis c'est évident que ça a un impact, ça donne un sens à la vie. Hein. Ben, la prévention de l'itinérance, malheureusement, dans quelle que soit la prévention au niveau de la santé, tout ça, c'est un principe qui est difficile à vendre. Parce que tout le monde va avoir des chiffres, combien ça coûte, combien tu vas économiser. Ben, c'est difficile à calculer l'impact de la prévention. Puis on était content jusqu'à présent d'avoir une subvention fédérale dans le cadre de la prévention de l'itinérance. Malheureusement, ce principe-là n'a pas été reconduit. On est plus dans le logement. On verra qu'est-ce que ça donnera. Mais pour nous, la prévention reste au cœur de nos priorités. Prévention de la santé, prévention de l'itinérance aussi, parce que c'est une problématique. Et plus on agit pour faire en sorte que les gens ne tombent pas dans l'itinérance, ben moins il va y avoir de pots à ramasser, de pots cassés à ramasser. Tu nommes que c'est difficile c'est difficile à vendre, mais en même temps, quand on s'en parle, je dirais, en tout cas, mon humble avis, que je me permets l'opinion, j'ai l'impression que les bailleurs de fonds, les gouvernements, prennent pas le temps de s'asseoir avec des organismes comme le vôtre parce que tu vois directement l'impact. C'est facile à vendre. Juste venir passer une journée. Juste écouter l'histoire, juste écouter à quel point ça donne un sens, à quel point les gens ont le goût de se prendre en main, on le voit bien que ça a un impact. Absolument. Ou en tout cas. Enfin, le petit commentaire personnel. On peut s'en permettre. Oui, c'est ça, c'est nous autres qui a la caméra. Vous avez aussi des plateaux de travail. Vous avez parlé de l'implication bénévole, mais il y a aussi des plateaux de travail ici. Oui. Okay. Ben, tu sais, ça fait partie du cheminement qu'une personne, justement, qui veut sortir de l'itinérance peut faire. Donc, on a des programmes de participation, d'intégration sociale, le PASS Action, un programme d'accompagnement, d'aide pour les gens pour commencer à voir qu'est-ce que ça peut faire d'être dans un cadre de travail, puis de voir pendant quelques heures par semaine que dans un milieu de travail organisé, comment la personne va pouvoir composer avec ça. On a aussi des programmes de subvention salariale, donc qui donnent une expérience de travail pendant un certain nombre de mois, pendant lequel la personne est en recherche d'emploi, mais prend une expérience, puis ça lui donne aussi quelque chose à mettre sur son CV, là, une organisation où il a été actif pendant plusieurs mois. On a d'autres plateaux aussi d'intégration comme des personnes en déficience intellectuelle. Mais bon, là, c'est une autre problématique. Mais il y a ces différents programmes-là gouvernementaux qui peuvent répondre à des besoins d'intégration puis sociale. Puis pour les partenaires, qui on vous réfère autant au niveau, mettons, vous savez quel territoire, qui on réfère à la mosaïque, autant pour je dirais, l'aide, que pour peut-être l'implication bénévole ou les plateaux de travail. OK. Je comprends pas bien, là, qui on réfère. Ben, les références nous viennent un peu partout, nous viennent. Avez-vous un territoire plutôt déterminé ou... Disons, c'est notre territoire principal d'intervention, c'est Brossard, Greenfield Park, Saint-Lambert, Le Moine, mais c'est aussi l'agglomération de Longueuil. Okay. Parce que, tu sais, si je regarde, prenons un exemple, l'aide d'impôt pour les personnes à faible revenu. L'année dernière, on a fait au-delà de 3000 rapports d'impôts. La demande, nous, on les fait à l'année, les rapports d'impôts. Donc, la demande nous vient de partout. Ce que nous, on ne fait pas comme centre d'action bénévole, je veux dire, ce qui n'est pas offert, comment je peux dire ça, là? Au niveau de l'agglomération de Longueuil, les services que nous, on offre et qui ne sont pas offerts par un autre organisme communautaire, là, on va desservir l'ensemble de l'agglomération. Donc, l'aide à impôt, habituellement, c'est mars-avril, la plupart des organismes. Certains organismes, c'est seulement personnes aînées. D'autres, c'est seulement une journée. Nous, on le fait mars-avril, oui, mais on le fait aussi, on élargit parce que la demande est tellement forte qu'on ne peut pas faire ces 3000 rapports d'impôts-là en 2 mois. Donc, on le fait, puis on l'élargit. Souvent, c'est même au-delà de l'agglomération de Longueuil. Puis, souvent, c'est 2, 3, 4, 5 ans.
hors période. Mars-avril, c'est la période de l'année, mais hors période, là, ça va plus que ça. Donc, il y a ce service-là. Il y en a d'autres comme ça où on rejoint l'agglomération de Longueuil. Mais si on parle accompagnement, transport bénévole, l'aide alimentaire, bien là, on se limite à notre territoire parce qu'il y a des grands besoins dans Brossard, dans Philpin, dans Le Moine, puis même dans Saint-Lambert, il y a des besoins. Ouais. Tu parles des rapports d'impôts. Nous, pour l'avoir vécu, tu as des personnes qui justement, surtout sans revenus, ils doivent produire des rapports d'impôts pour pouvoir réussir à avoir des revenus. Ils sont obligés d'avoir des comptes de banque pour avoir leur retour. Là, ils peuvent plus recevoir ça par un chèque. De là, l'importance d'avoir accès à un service à l'année à ce niveau-là, parce que quand la personne débarque dans nos organismes, pas de rapport d'impôt, pas de papier, il faut partir... Puis souvent, les gens nous sont référés par les intervenants du CI3S, nous sont référés par d'autres organismes communautaires. Les références nous viennent de ceux qui nous connaissent, qui savent que si dire ben là, demandez-leur, s'ils ne le font pas, ils vont essayer de le faire. Là. On est assez fous pour faire ça. Là. Moi, je dis tout le temps, quand quelqu'un nous demande un service, il ne faut pas dire ah, ça, on ne fait pas ça. On prend la demande. On prend le temps de la regarder, de dire, bon, y a-tu quelqu'un qu'on connaît qui pourrait faire ça? Dans les 400 bénévoles qu'on a, il doit y avoir quelqu'un qui est capable de faire ça. Fait que si on ne peut pas, ben là, on dit, ben malheureusement, on n'a pas trouvé personne. Ça peut arriver, ça arrive, mais on a essayé. Il ne faut pas jeter la serviette avant on a essayé. Ouais, belle générosité. Par rapport, si on a des gens qui ont le goût de s'impliquer bénévolement, encore là, peu importe la provenance, on peut vous les référer. Si on a je dirais dans les partenaires de la lutte à l'itinérance, on se retrouve souvent avec des personnes qui, à un moment donné, sont isolées, qui aimeraient se retrouver un sens à leur vie. C'est des personnes qu'on peut vous référer. Oui, vous allez évaluer, on les reçoit. Là aussi, on fait une entrevue d'accueil pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, pour expliquer nos politiques, nos codes d'éthique. Puis dans le buffet des 30 services et activités qu'on a, ben les gens peuvent choisir. Ils ont un grand choix. Puis, bon, c'est une façon de faire une expérience aussi différente. Puis, des fois, il y a des gens qui essayent dans un service, puis là, ils voient, ça va pas. Puis là, on leur dit tout le temps, c'est pas parce que vous êtes pas bon, c'est juste parce que vous êtes pas au bon endroit. On va vous trouver l'endroit. Fait que, il y a toujours moyen en cours de route là, d'essayer autre chose, puis de trouver à quel endroit, où est son créneau. Ouais. C'est le fun, ça me fait sourire, parce que je trouve ça intéressant de percevoir à quel point vous avez, je dirais, une belle flexibilité, une belle créativité qui fait qu'on essaie d'être le plus aidant possible. Ouais. On a quelqu'un en avant, on se dit, bon, y a-t-il moyen de mettre en place quelque chose? On regarde, on l'analyse ensemble, on a une rencontre hebdomadaire aussi pour échanger les informations, les différentes problématiques qui ont été rencontrées, parce que c'est sûr que si je dis qu'on a 30 services et activités, ben c'est parce qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent. Fait qu'il faut que l'équipe, on se parle, qu'on se transfère des informations, qu'on soit informé. Puis ensemble, ben quand il arrive une problématique, ben on essaie de trouver des solutions ensemble, là, qui va faire dire, bon, ben, puis tu sais, des fois, bon, on essaie quelque chose, ça marche pas, ben quand on a la chance, nous, en tout cas dans les organismes communautaires, d'avoir une marge de manœuvre qui nous permet de nous retourner le bord, puis de dire, bon, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye autre chose, puis là, ben, si ça marche, tant mieux, sinon, ben, on n'arrête pas, puis on est moins dans des cadres trop rigides. On n'est pas obligé de monter puis de redescendre, là, on essaye. Excellent. Au niveau du travail collectif, au niveau du partenariat, y a-t-il des observations que vous faites du genre, il me semble que collectivement on devrait, je ne sais pas si la question est trop large ou assez claire, y a-t-il des choses à améliorer dans le travail collectif par rapport à la lutte contre l'itinérance? Ben moi, dans un premier temps, je dirais que au niveau de la table de concertation en itinérance qu'on a ici sur la Rive-Sud, la concertation et la collaboration qui existent autour de cette table-là, c'est une vraie concertation, une vraie collaboration. Il y a vraiment un échange en respect de chacun des missions de chacun, puis les possibilités là, de chaque organisme.
Je posais la question en vue justement de la rencontre d'aujourd'hui à notre intervenante, puis elle me disait que peut-être que s'il y avait un centre de jour avec des intervenants qui pourraient dépister des problématiques ou qui pourraient faire en sorte d'accompagner certaines personnes qui seraient prêtes justement à faire une démarche, que ça pourrait être intéressant. Ça serait à discuter davantage avec elle, là, mais c'est ce qu'elle me disait qu'elle percevait. Mais au niveau de la concertation puis du partenariat qui existe autour de la table, c'est chapeau. Fait que la table itinérance Rive-Sud, c'est un... Elle a son rôle. Elle a son rôle. Elle le joue bien. OK. Puis, compte tenu que l'itinérance, je dirais, est une problématique très, très, très large, qui a de multiples facettes, est-ce que, là, tu as donné l'exemple de la table itinérance qui fonctionne bien, qui a une bonne collaboration, est-ce que ça serait un exemple à suivre pour d'autres lieux de concertation, dans d'autres champs un peu plus... qu'on n'identifie pas nécessairement l'itinérance. C'est sûr, mais ça prendrait du bon monde comme il y a autour de la table. Ça, j'imagine que c'est un contexte particulier. Là. C'est une chance qu'on a d'avoir formé ce groupe-là, puis que je pense que chacune des directions des organismes, puis des intervenants aussi des organismes sont à leur place, jouent bien leur rôle. Essaye pas de prendre la place d'un ou de l'autre. Je pense que c'est dans le respect de chacune des missions que ça se passe, puis c'est le chapeau, là. Ça se passe pas comme ça partout, puis même des fois, tu sais, une bonne idée peut aller bien en quelque part, puis tu l'amènes ailleurs, puis ça marche pas, là. Ça dépend des individus qui sont là. C'est pour ça que je dis chapeau à nous autres. Excellent. Il faut souligner beaucoup. Y a-t-il d'autres points que tu aimerais faire ressortir par rapport à Mosaïque? Ben, il y a peut-être, comme tu demandais, des points plus méconnus. Je reprendrais juste peut-être l'exemple au niveau des services qu'on offre avec notre friperie, où on a plusieurs départements intéressants, dont celui maintenant de la cueillette puis de la livraison de meubles à très bas prix, la livraison. Les meubles aussi à bas prix. Ce qui est intéressant, c'est que ça évite aux gens l'endettement. Ouais. Souvent, les gens ont besoin de quelque chose de basic, là, comme un lit ou certains meubles mobiliers dont ils ont absolument besoin, tu n'as de besoin. Mais là, 20 pièces par mois pendant 60 mois, ben ça s'ajoute, je dis 20, 40, 60. Ça n'a pas l'air gros, mais ça s'ajoute aux autres. Tandis que là, tu arrives, tu le payes, c'est le prix, puis t'es éclairé, t'es pas endetté. Ça, je trouve ça bien intéressant. C'est du travail, c'est du fais l'organisation. Ça prend les bras, puis le véhicule et tout. Mais ça répond à un besoin. Ça répond au besoin que les gens ont de donner. On a une population vieillissante, plusieurs personnes âgées qui décèdent, des familles ne savent plus trop quoi faire avec les meubles. Fait qu'ils sont contents de pouvoir les offrir à un organisme qui vient en aide à la population. Puis nous, on trouve que ça rentre bien dans notre mission que de les offrir à bas prix, puis de pouvoir les livrer aussi à très bas prix ou de les donner. Parce que dans les références qui nous sont faites des organismes, c'est sûr que quand une personne a besoin par l'intermédiaire d'un organisme parce qu'il n'est pas en mesure de le payer, fait qu'à ce moment-là, symboliquement, on charge juste la livraison puis à prix très bas, mais le meuble est donné. Là. Fait que ça, c'est ça qui aide à donner le coup de pouce, et non le coup de pied. Là. Ouais. Le coup de pouce que les gens ont besoin pour se sortir de leur situation. Ouais. Effectivement, c'est un service que, en tout cas, même nous, je dirais qu'on connaissait un petit peu moins. Ouais. Écoute, moi, ça fait le tour des questions d'éclaircissement ou pour mieux saisir la mosaïque. Je pense que je suis encore aussi heureux d'avoir fait le choix de venir vous interviewer parce que justement, il y a beaucoup d'actions que vous faites qui ont un impact direct
dans la prévention de l'itinérance, qui permettent aux gens de relever la tête, de gérer les besoins essentiels que de trouver, je dirais, une famille, un sens dans l'implication bénévole. Tu sais, quand tu soulignais qu'il y en a qui ont reçu, puis aujourd'hui, ils ont le goût de donner, je trouve ça le fun comme société, c'est le fun. Le titre de notre rapport d'activité 2014-2015, c'est La Mosaïque, un passage à découvrir. Ouais. Ça fait que... ouais, ça fait une belle conclusion. C'est une invitation à venir découvrir la Mosaïque. Ben, merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.